Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici à l'EJMA, l'école de jazz et de musique actuelle de Lausanne, pour cette rencontre avec Kerenan dans le cadre des rencontres 7e art Lausanne. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de plonger dans l'univers fascinant de Kerenan, j'aimerais prendre un tout petit instant ma casquette de directeur de cette école, qui est partenaire des rencontres depuis le tout début, afin de remercier chaleureusement Vincent Pérez de nous avoir entraînés dans cette magnifique aventure. Je dois avouer que lorsque Vincent est venu frapper à la porte de mon bureau il y a 4 ans pour m'expliquer son projet et demander à l'EJMA de collaborer, j'ai fait comme si je n'étais pas impressionné, j'ai fait le blasé, mais dès qu'il est sorti de mon bureau, j'ai appelé tous mes potes, ma famille en leur disant « Devine qui était dans mon bureau et puis avec qui on va collaborer ». Donc c'est vrai que les rencontres 7e art, entre autres, c'est du rêve. Et on passe une semaine de rêve. Ce rêve si important pour nous, en plus aujourd'hui dans les temps qu'on vit. Donc je remercie sincèrement Vincent, Karine, Alexandrine, toute l'équipe des rencontres pour nous faire partager ces moments. Et je te souhaite la bienvenue, Kerenan, pour cette rencontre. Merci, bonsoir. Donc, Kerenan, tu es donc une artiste, auteure, compositrice, interprète, avec déjà 8 albums à ton actif et d'autres projets dont nous allons parler ce soir. Mais je te propose de commencer par parler du projet qui t'amène ici cette semaine, donc de la création Où es-tu, que tu partages avec Irène Jacob et que vous allez jouer ce soir à 20h à la Fondation Michalski. Donc est-ce que tu pourrais m'expliquer la genèse de ce projet et en fait ce à quoi les spectateurs vont assister en venant vous écouter? La genèse de ce projet, c'est déjà une amitié qui, pendant le confinement, nous a emmenés à partager des choses qu'on aime, au téléphone au départ, et puis aussi sur des rencontres live Instagram que je faisais. En fait, juste avant le confinement, ma tournée, comme plein d'autres artistes, a été annulée. Et je me suis retrouvée à faire de la musique et puis faire des rencontres comme ça le soir pendant le confinement. Et c'est vrai que Irène, en parallèle, elle faisait partie d'un programme du Théâtre de la Colline où elle disait des poèmes et des textes au téléphone pour essayer de garder quelque chose, en tout cas quelque chose d'accessible à des gens qui avaient besoin de culture, qui avaient besoin d'entendre des choses pour apporter de la poésie dans leur vie. Et au téléphone, on échangeait beaucoup sur les poèmes qui nous inspiraient. Et Irène venait me retrouver dans ces rendez-vous tous les dimanches, parfois plus, justement pour partager des poèmes qui avaient un écho avec des émotions qu'on traversait à ce moment-là. Et souvent, je répondais en chanson, on discutait, et c'est notre ami commun, Nicolas Boilamy, qui, à l'automne dernier, nous a dit cet échange, il faut l'emmener un peu plus loin. Il faut qu'on puisse l'écouter, peut-être même le voir. Et voilà, donc on a décidé d'ouvrir notre bibliothèque respective, enfin nos bibliothèques respectives, et aussi notre boîte à poèmes, nos boîtes à poèmes, les poèmes qu'on aime bien l'une et l'autre, ou des chansons, pour essayer de les emmener sur scène. Donc avec une mise en scène de Joël Bouvier, qui a un rapport au mouvement, qui nous permet justement de dire, c'est plus Irène qui dit les poèmes, parfois je m'immisce aussi dans ce côté-là, et puis de dire les poèmes et de jouer de la musique, et de chanter des choses, avec une proximité sur scène, mais avec une possibilité, comme pendant le confinement, d'être loin l'un de l'autre. C'était une manière pour nous, ces derniers mois, de se rapprocher et d'imaginer que aussi on s'approche de ceux qu'on aime et de ceux qui sont loin. Et voilà, donc on a fait une espèce de pièce qui est faite de toutes pièces, on aime bien dire ça, mais de toutes pièces qui est imaginée par plein de poètes qu'on aime, de songwriters qu'on aime,
Parfois, on met dedans une patte personnelle à nous parce qu'on avait besoin de se sentir proche et de raconter et de partager presque la raison pour laquelle tel poème ou telle chanson se retrouvait sur scène avec nous. Et puis c'est parti d'une envie pour nous. Je pense que quelque part, c'était presque une thérapie pour nous, de se dire qu'on peut entendre à haute voix des mots, des notes, des phrases, des vers. C'est comme si on se disait l'une à l'autre. Et le mouvement dedans a permis qu'on le dise aussi à un public pour l'instant inexistant, puisque on a eu l'occasion d'essayer de créer et puis de travailler sur cette pièce dans des lieux vides, en espérant que ce projet voit le jour devant des salles pleines et avec justement cette acoustique d'une salle vide qui sera matifiée par un public un jour. Donc c'est tout en devenir, et dans notre espérance, et aussi parce qu'il n'est pas encore fini, et donc on est encore en train de le construire. Et c'est pour ça que je suis là, justement, pour aujourd'hui dans cette édition du festival. Et c'est vrai que grâce à ce festival, c'est comme si cette semaine, ça nous a permis de faire un atelier pour nous, pour évoluer, pour essayer ces poèmes et ces chansons et ce mouvement dans un espace nouveau, dans un auditorium avec un acoustique différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Voilà, et on a hâte d'aller retrouver des voix et des yeux, enfin des oreilles et des yeux pour emmener ce « Où es-tu » Ah, génial. Mais alors, justement, je profite parce que vu qu'on est dans une école de musique, on va peut-être parler des fois plus précisément musique avec toi ce soir. Quand tu parles tu as dit la phrase elle me disait des poèmes et je répondais en chansons. Donc le processus de composition des chansons ou de la musique en général dans cette création, comment c'est? Est-ce que tu avais une manière de procéder? Est-ce qu'il y a une part d'improvisation? Est-ce que tout est écrit à la note près? Pas du tout. En fait, on se permet autant des reprises que des chansons à moi ou des chansons qu'on connaît. L'intérêt n'est pas de modifier le poème ou la chanson. Au contraire, c'est l'intérêt de le respecter, mais de l'emmener, de l'immiscer dans cet échange d'une manière qui nous touche, nous. C'est-à-dire que parfois, un poème nous réconforte d'une certaine manière et le lendemain d'une autre. Parfois, on fait attention à une phrase ou un mot ou un syllabe dans un poème ou dans une chanson. Et le lendemain, c'est une autre partie du poème qui nous touche. Et au niveau de la composition, est-ce que vous co-composiez ensemble? Il y avait de la collaboration ou tout à coup quelqu'un arrivait en disant j'ai un poème, tiens, fais-en quelque chose, et toi tu reviens le jour d'après? Alors on ne met pas en musique des poèmes du tout. D'accord. C'est des chansons existantes. D'accord. C'est des arrangements parfois revisités. D'accord. Les poèmes, pareil, c'est des poèmes existants qui sont dits à des rythmes différents et avec et donc on prend pas un poème, on le met en musique. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de prendre des choses dans leur forme d'origine et de les faire vivre avec un nouveau regard. D'accord. Voilà. Ou une nouvelle voix. Excellent. Donc il n'y a pas vraiment eu de composition, nouvelle composition, enfin de nouvelles chansons. On espère pouvoir développer un thème aussi. Mais pour l'instant, l'idée n'est pas d'avoir des chansons ou des compositions originales ou des poèmes qu'on écrit. Ce qu'on écrit dedans, c'est des dialogues. Et puis, c'est parfois des pensées et c'est des moments personnels qu'on a envie d'emmener dans cette collection. Ah, génial. Justement, si on parle de cet aspect de toi qui est la composition, donc tu écris des chansons, ça on va en parler après plus en détail, mais tu as écrit aussi pour le cinéma. Tu as écrit pour notamment des films comme le film Yossi,
du réalisateur israélien Ethan Fox, ou encore La femme la plus assassinée de Frank Ribert. Comment est-ce que tu as abordé l'écriture d'une musique de film qui n'est a priori pas la même que l'écriture d'une chanson? À chaque fois que j'ai eu l'occasion de travailler sur une musique de film, c'était plus une rencontre avec le réalisateur. Il m'est arrivé d'être dans une situation où on m'a envoyé un scénario et qu'on m'a dit on est au montage, est-ce que ça t'intéresse de faire la musique, et j'avais pas suffisamment de proximité, et je me sentais pas, je savais pas comment forcément contribuer au projet. Je pensais qu'il valait mieux qu'ils prennent quelqu'un qui a l'habitude d'habiller un film ou une comédie. En fait, dans mon cas, puisque ce qui m'intéresse c'est le son en général et créer un environnement sonore, c'est plus la rencontre avec le réalisateur qui a fait que j'avais envie, par rapport à ses envies, de créer de la matière, une texture qui irait avec le film. Par exemple, dans le cas de La femme la plus assassinée du monde de Frank Ribert, il y avait deux sortes de compositions. Il y avait le score du film, mais il y avait aussi, dans le film, il y avait toute une partie qui était le théâtre Grand Guignol, et il fallait une musique originale pour toutes les parties du théâtre. Et cette musique-là, il lui fallait avant le tournage du film. Donc il y a toute une partie de la musique que j'ai composée avant le tournage, et puis toute la partie que j'ai composée pendant le montage et une fois que le film a été monté. Donc c'était très très intéressant parce qu'il y avait plusieurs étapes. Et j'ai même eu des images pendant le tournage pour essayer de créer, vous savez, parfois une image, les tons d'une image, la lumière, pour moi, c'est un langage qui est presque plus que lire un scénario ou entendre le réalisateur me parler du film. C'est-à-dire que regarder l'image et regarder les tons et le choix de la saturation ou pas, ou les couleurs, ou les angles, les cadrages, c'est presque des notes et des progressions harmoniques pour moi. C'est presque déjà la matière. C'est presque le choix de comment je vais compresser le piano. C'est presque le choix, est-ce que je prends un hautbois ou un cello ou... c'est tellement déchiffré déjà que rencontrer un réalisateur presque avant le tournage, c'est une chance parce que il me donne sa matière et je rajoute par-dessus ma matière, et c'est une rencontre de texture comme ça, et ça crée une nouvelle matière, et ça j'adore. C'est pareil par exemple pour le théâtre ou pour la danse, c'est une rencontre avec une histoire, avec un metteur en scène, avec un chorégraphe, avec un mouvement. C'est très différent du travail d'écriture de chansons. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le songwriting, quelque part, on ne dépend de rien. On ne dépend pas d'un regard ou de quelqu'un qui écoute. On dépend de notre corps, de notre intérieur, quelque part. En fait, on ne dépend pas d'une lumière, d'un scénario, d'un cadrage, d'une direction, d'une chorégraphie. On ne dépend pas d'une acoustique, d'une scène et tout. On s'adapte à des moments, que ce soit une chambre d'hôtel, une pièce vide, une pièce remplie. Et c'est plein d'étapes comme ça. On compose avec un instrument. Chez moi, c'est presque physiologique, c'est-à-dire que les mots et les syllabes et la composition et la progression harmonique d'une chanson, c'est un tout. Porter une guitare dans une pièce, le son qu'elle va avoir dans telle pièce va avoir un effet sur les mots que je vais choisir. Pareil, si je suis au piano, la progression harmonique, elle va dépendre aussi du phrasé de ce moment-là, qui peut-être que si je le mets de côté, j'y retourne quelques heures plus tard, il va changer, donc le phrasé va changer, et ça peut changer le sujet d'une chanson. Mais c'est presque le son qui décide. Je suis dépendante d'une chose, c'est le son. Ouais. Et de mon écoute du son. Après, le son, c'est quelque chose de sans fin. C'est vertical, c'est horizontal, c'est des fréquences qui nous touchent constamment, c'est physiologique. On le ressent. Je peux m'asseoir en studio avec quelqu'un à côté de moi qui va ressentir le son là. Moi, en tant que femme, je vais le ressentir là, souvent. Et toute la palette du son, des fréquences graves, médium, bas,
médium haut, des fréquences aiguës. C'est presque une carte. Et mon corps le ressent. Et c'est pareil quand on écrit une chanson. Quand je suis dans une chambre d'hôtel, toutes les vibrations ont un rapport avec la journée que j'ai passée, avec le temps qu'il fait, avec la lumière qu'il y a dans la chambre, avec la manière dont mes doigts vont toucher la guitare. Donc ça paraît un peu presque métaphysique comme ça quand on y parle, mais finalement c'est très intuitif. Parce que finalement une chanson c'est des couplets et des refrains, et c'est une chanson folk, ça vient d'Irlande. C'est un refrain qui est répétitif, qui arrive 2 ou 3 fois, parfois plus dans une chanson. C'est des couplets qui ne sont pas répétitifs, mais dans lesquels on aime la rime. Parfois, il y a un pont. Et donc, c'est une architecture qui existe. On se dit combien de choses on peut mettre dans une architecture qui existe déjà, mais c'est sans fin, parce que ça dépend de tous ces éléments-là. C'est pour ça que y a quelque chose de très... pas solitaire, mais très indépendant dans l'écriture d'une chanson. Après, même quand on écrit à 2, c'est-à-dire ou à 4, ou à 4 mains, à 6 mains, ça reste indépendant, parce qu'on est ensemble, mais on est indépendant d'autres éléments. Donc, à chaque fois, ça se rajoute, mais dans mon cas, je sais que c'est très différent, parce que quand je rencontre un réalisateur pour faire une musique de film, je contribue à quelque chose qui existe. Je n'en suis pas le visionnaire de départ. J'arrive sur un projet, j'essaye d'arriver avec un son, mon son, donc, puisqu'on est venu me chercher, mais pour participer à quelque chose. Mais une chanson, c'est un tout. Et une sélection de chansons, comme on fait pour un album, c'est une série qui dépend de cette boîte dans laquelle je vis toute la journée, tout le temps. Et de ce vaisseau, en fait. Et c'est marrant parce que quand on a 15 ans, 16 ans, et quand on est fan de songwriting, et qu'on écoute Dylan, et Springsteen, et Joni Mitchell, et quand on écoute même Yves Montand, ou quand on écoute Barbara, et Brigitte Fontaine, enfin, je donne des exemples un peu de différentes périodes, on se dit, waouh, tous ceux, ils racontent des histoires, il y a toujours un début, un milieu et une fin à ces histoires. Parfois, il y a une partie qu'on retient très vite, on a envie de chantonner avec et tout, mais chacun est différent. Et en fait, c'est ça qui est important. Parce que ce qui fait la force d'une chanson, c'est quand la personne qui la raconte, avec ses mots, avec sa progression harmonique, et avec sa voix, qui est son instrument naturel de sa boîte, de son vaisseau, c'est important que ce soit son histoire. Donc moi, je ne vais pas vous raconter une histoire comme si je vivais dans la banlieue de Détroit et que j'étais dans des ghettos du Détroit, et même si j'écoute énormément de hip-hop et que j'adore et que j'aimerais avoir ce son-là. Mais ça ne serait pas mon histoire. Ce que je peux vous raconter, c'est ce que je connais. Parfois, j'emprunte des histoires, mais c'est une émotion que je connais, que j'ai vécue. Et je lui donne une espèce de forme physique qui va avec le moment où je l'écris, avec l'acoustique de la pièce, avec l'instrument que j'ai choisi pour la raconter. Et ce qui est bizarre, c'est que des chansons que j'écris à la guitare, quand je me mets au piano pour le faire, ils prennent déjà une autre forme. Donc ça peut faire écho, et je peux passer de l'un à l'autre, et cette histoire, elle va évoluer, parce que quand je me mets au piano avec les mêmes accords, mais avec un autre son, d'un coup, j'aurais envie d'ouvrir la fenêtre et de raconter ce qui se passe de l'extérieur de l'histoire. Et quand je retourne à la guitare, je me dis, ah non, mais j'en suis toujours le narrateur, donc je vais quand même le raconter à la première personne encore. Il n'y a pas encore le regard de l'autre. Et je retourne au piano, ah, mais j'ai besoin quand même qu'on ressent comment lui, il se sent dans cette histoire. Mais c'est pas grave si je la raconte moi, donc je vais raconter ce qu'il ressent, mais je vais le dire à la première personne. Et voilà un autre couplet. Et petit à petit, l'histoire évolue. Mais je retourne toujours au refrain, puisqu'il me convient, il convient aussi à l'autre. Et avec des chansons comme ça, des histoires comme ça, j'ai appris à vivre. Par exemple, la chanson Boots of Spanish Leather de Bob Dylan,
c'est un dialogue. Parfois, on a la vision de la femme, parfois, on a la vision de l'homme. On peut l'imaginer comme deux femmes ou comme deux hommes. C'est un dialogue entre deux personnes qui s'aiment. Mais à travers... En fait, il a fait le choix d'en être le raconteur. Ce qui fait qu'on a toujours de l'empathie, et pour l'un et pour l'autre. Pour celui qui part, pour celui qui repousse, pour celui qui veut nous retenir. C'est pas toujours une histoire d'amour. Ça peut être fraternel, ça peut être maternel, ça peut être une histoire d'amitié. Mais c'est souvent une histoire entre deux personnes. Parfois, c'est une histoire entre deux pays, mais on le ramène dans une pièce et ça reste... On se rend compte qu'une histoire ou un conflit entre deux pays, quand il est sous un toit, entre un homme et une femme, c'est une histoire d'un couple. Donc ça revient toujours à ces histoires-là. Et parfois, quand on choisit de raconter l'histoire de l'un et l'histoire de l'autre, ça nous rend empathiques. Et je me suis rendu compte que le songwriting, surtout le songwriting nord-américain, qui est très très inspiré de cette folk song irlandaise de base, c'est quelque chose d'empathique. Ça m'oblige à ne jamais juger l'autre dans la chanson. Et donc il m'est arrivé d'écrire des chansons de rupture, de chansons d'amour, de chansons de départ, de chansons de languiment, de manque, de chansons parfois de colère, mais sans juger l'autre. Et c'est ça pour moi le songwriting, c'est que on est dans notre boîte, on est indépendant de plein d'éléments, mais tous les éléments dont on ne dépend pas, on en dépend tellement, sans le savoir, dans l'inconscience. Et ce rapport au songwriting fait que j'ai beau avoir besoin de faire des projets d'opéra, de théâtre, de cinéma, dans la musique, de danse, mais la chanson, la sensation de satisfaction, pour moi, elle existe quand j'écris une chanson. Et c'est là que je suis le plus satisfaite. Et parfois c'est rien, et c'est simple, et quand on l'écoute, on le dit « Ah, c'est rien, ça prend 2 minutes d'écrire une chanson comme ça. » Mais c'est pas grave. Parce que, là-dedans, via les grands songwriters qui m'ont appris, sans le savoir, ce cheminement et m'ont donné cette envie, j'ai appris à raconter une émotion, à lui donner une forme physique, avec de l'amour, avec de la haine, avec de la colère, avec parfois de l'humour, avec parfois un cynisme, mais toujours avec de l'empathie et toujours sans juger la personne avec qui j'ai cette interaction dans la chanson, ou les personnes. Et donc, peut-être que ce que je vis avec un réalisateur quand je fais une musique de film, je le vis avec mon interlocuteur quand je fais une chanson. Donc, quand on fait une chanson, parfois, on se sert de ceux qu'on a connus, on se sert. Parfois, c'est plusieurs. J'aime beaucoup dire, quand on me demande, elle parle de qui cette chanson ? Est-ce que c'est le père de ta fille ? Est-ce que c'est ton amoureux d'avant ? Est-ce que c'est ton ex-mari ? Est-ce que c'est ton frère ? Est-ce que c'est ton ami ? Est-ce que c'est ta mère ? Et en fait, c'est tout ça, c'est plusieurs. Parce que parfois, on éprouve une émotion avec l'un et on peut l'éprouver avec l'autre. Et le fait de l'avoir mis dans une chanson nous permet de ne pas le juger, d'avoir de l'empathie envers lui ou elle. C'est fascinant. C'est fascinant comme, en fait, une petite chanson, enfin une chanson enregistrée sur un album, ce qu'il y a derrière. Là, je trouve que ça, en tout cas, d'entendre ça, moi qui suis aussi musicien et c'est toujours un grand mystère, hein, la musique, d'où elle vient, comment elle vient à nous, comment elle ressort, la composition, etc. Mais de t'entendre parler de ça avec autant de passion, avec autant de détails dans le mouvement intérieur, dans la manière dont c'est exprimé, c'est fascinant. Vraiment, et je pense que c'est vrai parce que des fois, ça peut être un petit peu rabaissé, il faut oser dire ce qui est. Ah oui, c'est une chanson, 3 accords, et puis... Mais nous, on le rabaisse nous-mêmes, même au départ, parce que quand on est... En tout cas, je trouve que
parfois, en 5 minutes, on a quelque chose qui tient la route, et parfois, on met des heures et des heures et des heures, et ça sort pas, et c'est le lendemain qu'il y a quelque chose qui sort. Et on est presque, il y a presque une autodérision de se dire oh. Mais il y a d'autres palettes qui nous permettent après de lui rendre, parce que parfois une chanson très très simple, ensoleillée, avec des accords majeurs, d'un coup on se dit ah mais on peut tricher, on peut la rendre plus complexe, on peut aller en studio et aller dans les graves du piano, enregistrer un piano et puis le compresser, enlever l'attaque. Comme ça, il y a quelque chose d'un peu plus dramatique qui se passe avec. Et puis on le fait et on se dit « Ah non, on ne peut pas, c'est trop prétentieux pour cette chanson. Elle raconte quelque chose de léger, de printanier, on ne peut pas faire ça. » Alors on se dit « Ah bah tiens, on va rajouter des flûtes traversières. » Et d'un coup, on a tellement de possibilités on choisit l'habillage, la posture, parce que parfois une chanson ça peut être une imposture même. On a plein de possibilités, mais c'est la magie aussi de ce 3 minutes 30 ou 5 minutes qui fait qu'on a tellement de possibilités, parce que on se dit, ça m'arrive parfois d'écrire des chansons, je me suis dit, je l'ai déjà écrite cette chanson, c'est pas possible, peut-être sous une autre forme, avec une autre mélodie, avec d'autres mots, mais cette émotion-là, elle existe déjà. Je me dis, mais parfois en changeant une résolution harmonique où on me dit, je vais essayer de pas aller dans ces rimes-là. Et parfois je me dis, mais j'ai déjà utilisé cette rime tellement de fois. Et je me dis, oui, mais pas comme ça, pas avec une rythmique ternaire, et pas avec une basse devant qui est aussi forte que ma voix. Parce qu'après, il y a la production de ces chansons-là. Après, on va en studio et il n'y a pas de fin aux possibilités. On peut choisir tous les instruments ou pas du tout d'instruments. On peut se dire qu'on va utiliser des éléments organiques. On va se dire même... Vous savez, on peut se dire il va y avoir une guitare, une basse et une batterie. Et on peut se dire, avec une basse, une guitare, une batterie, on peut faire des centaines de productions différentes. Parce que, au-delà de la manière dont on choisit de les enregistrer, à travers quel ampli, et avec quelle fréquence on va choisir, dans quelle pièce, avec du bois, avec du béton, de quelle manière on va les enregistrer, avec quel micro. Au-delà de ça, il y a aussi les arrangements, il y a aussi les fréquences qu'on va garder, il y a aussi le jeu du musicien qu'on invite, qui vient, qui emmène tout un monde d'idées, de sons, de caractères. Je pense que parfois, quand on est en studio et on choisit tel musicien, c'est tout comme un réalisateur, il a envie d'entendre, de voir tel corps bouger, d'entendre telle voix dire ce texte. Moi, je sais très bien que le bassiste que je vais choisir pour un album ou pour un enregistrement, c'est très précis. Il emmène avec lui un jeu d'acteur, des années d'expérience ou pas. Ça m'est arrivé aussi d'enregistrer, d'avoir envie de quelqu'un qui découvre le studio, qui arrive en studio pour la première fois et qui est presque à fleur de peau et fasciné par le batteur qui est là. Et je prends la guitare et je mets la guitare. Je dis vas-y, on y va. Voici la grille, on joue. Et il est avec ce qu'il apporte, ce côté bleu, ce côté et puis toujours avec une façon de voir, parce que la partie de basse, il faut qu'elle tienne, il faut qu'elle laisse la place à la voix, mais il faut qu'elle la soutienne, et il faut qu'elle soit avec la batterie, et en fait il est là, il n'a pas le choix pour être, et parfois il sort des choses et moi il m'a donné avant que je dise couper, par exemple, puisqu'on parle de cinéma, nous dans un festival de cinéma, je me dis, il m'a fait un cadeau incroyable. Ouais. Mais justement, alors, vu qu'on parle d'enregistrement en studio, et puis il y a toujours cette phase de transition qui est délicate entre le moment où le disque est enregistré, puis après il faut aller le jouer. Et puis, jouer quelque chose qui a été enregistré, c'est très compliqué. Il y a un grand débat. Est-ce qu'on reprend identique la même chose? Est-ce qu'on reprend complètement à contre-pied l'enregistrement?
Quelle est toi ton approche par rapport à ça? Est-ce que tu es très chef d'orchestre? Tu as une idée bien précise de ce que tu aimerais entendre? C'est marrant parce que je me rends compte que avec l'expérience, on a tendance à être beaucoup moins chef d'orchestre qu'à ses débuts. Parce que je pense qu'à ses débuts, on cherche vraiment un son personnel. On a envie d'avoir une identité sonore qui nous ressemble. Et c'est normal parce que l'identité sonore, elle doit correspondre à notre voix, notre instrument. L'instrument qui raconte ces chansons, c'est notre voix. Donc on a besoin d'avoir une orchestration qui laisse la place à cette voix et qui est créative autour de cette voix et qui correspond aussi à comment on imaginait la chanson et comment on avait envie, enfin la couleur qu'elle avait envie d'avoir. Et je sens que plus le temps passe, plus on comprend les caractéristiques et les musiciens et ceux qui vont savoir et découvrir en même temps qu'avec nous de cette rencontre sonore la place qu'a la voix. Et comme on a déjà une base très bonne, puisque l'enregistrement d'un album, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on pourrait passer des années à enregistrer un album et se dire c'est pas encore fini, c'est pas encore fini. Mais ce qui est beau, c'est qu'à un moment, il faut le terminer. Et il est terminé par rapport à une envie sonore qu'on a sur le moment. 2 ans plus tard, on peut avoir des envies sonores différentes. La scène, elle nous permet d'exploiter ça. 2 ans plus tard, je peux aller sur scène et je peux refaire des arrangements qui correspondent à ce que j'ai envie d'entendre ce jour-là. Et donc, je vais choisir des camarades avec moi sur scène qui vont correspondre à ce que j'ai envie d'entendre. Et donc, on va avoir une structure, une architecture des chansons, mais on va utiliser ça aussi pour s'amuser, essayer plein de choses ensemble. C'est quand on va sur scène avant une tournée, et j'ai la chance parfois de tourner avec plusieurs formations en parallèle. Par exemple, la dernière tournée, j'étais d'un côté avec le Quatuor Debussy, et d'un autre côté avec un groupe de rock, et parfois en solo, et parfois en duo, et parfois avec l'Orchestre Symphonique de Bretagne. C'est une chance aussi de... Et en fait, à chaque fois, on a envie de prendre la matière, le caractère, le son de ceux qui sont avec nous et de lui laisser de la place et de se dire, ok, parfois, c'est pas eux qui viennent accompagner ma voix, parfois ils viennent et il faut que je trouve ma place pour que ma voix ressort sur leur son, sur leur texture, sur leur matière. Et en fait, peut-être que quand j'étais plus jeune, pour comparer ça, si je dessinais au crayon et on me proposait des couleurs et des mélanges de couleurs, il fallait vraiment que je sois très précise et je savais très bien à chaque fois comment je voulais mélanger les couleurs et les rentrer dedans. Aujourd'hui, je suis capable de donner des brosses et des couleurs à des musiciens et leur dire allez-y, jetez. Parce que le dessin de base, je sais que le crayon il a déjà gravé suffisamment sur le dessin pour qu'il sache rester et que c'est pas grave s'il est atténué par moment. Donc j'aime bien laisser de la place de plus en plus à ceux qui sont avec moi sur scène et aussi utiliser leur son, leur caractère de jeu, leur savoir comme un nouvel outil, comme une nouvelle rencontre, comme une espèce de nouvelle histoire comme ça et me dire ok, ça va m'emmener ailleurs. Mais je pense que je le faisais moins avant. Ouais, on pourrait un peu dire que finalement, avec l'expérience ou la maturité ou tout ça, on apprend à faire confiance plus aux autres. À déléguer, à lâcher certaines choses, oui. Certaines idées préconçues, et puis à être ouvert aux propositions finalement qui vont peut-être nous amener ailleurs, ou en tout cas... Oui, et on sait peut-être qu'avec moins de mots et moins de direction, mais peut-être des choses plus précises, on arriverait plus vite à quelque chose qui nous ressemble.
C'est intéressant parce que pour revenir un tout petit peu en arrière sur quand tu parlais du son, l'importance du son, pour toi, cette chose qui en fait qu'on entend, qu'on ressent, mais qui n'est pas visible. Et tout ce monde un petit peu invisible, en fait, où tu t'as utilisé le terme métaphysique. Irène Jacob, il y a 2 jours, parlait aussi de cet univers. Il parlait du rêve, du mystère, même de la physique quantique et de ces phénomènes. En fait, on est dans un domaine, la musique, qui est directement lié à des choses un peu inexplicables ou inexpliquées. Moi, je me souviens d'une chamane Tchoukch, qui est une petite province en Russie, parce que moi, je suis aussi musicien, puis à un moment donné, de loin pas à ton niveau, mais j'étais devant une page blanche. Excellent musicien, voilà. Je confirme, j'ai écouté. Oui, non, mais je parle de la composition, là, surtout. Vraiment, composition, j'étais devant cette fameuse page blanche. Et puis Olga, elle s'appelle, elle vient me dire mais Julien, demande à tes muses. Ça paraissait tellement évident pour elle que je dois m'adresser à mes muses. Et en fait, ces muses, c'est ces choses inexpliquées. Alors elle avait une explication très simple, hein, très factuelle. Et justement, peut-être, pour revenir à ce que tu disais, peut-être que plus on va de l'avant, plus on fait confiance à ces choses qui nous entourent, qu'on n'a peut-être pas envie de nommer, qu'on n'a peut-être pas envie d'expliquer, parce que finalement, expliquer quelque chose, des fois, c'est le réduire. Donc, laisser ces choses inexpliquées, c'est leur laisser toute leur force et toute leur magie. Mais c'est vrai que il y avait un magnifique documentaire sur Joni Mitchell, justement, avec qui on voyait bien qu'au fur et à mesure des années, elle lâchait aussi, et puis finalement, elle mettait en valeur sa musique, les musiciens qui l'accompagnaient, pour finalement former un tout, c'est vrai. En fait, j'ai toujours essayé et voulu, parce que j'ai eu la chance de travailler avec des très très grands musiciens et des très grands ingénieurs du son. Je dis ça parce que ingénieur du son, c'est aussi une partie très forte de mon rapport à mes albums, puisque quand j'ai commencé, parfois j'arrivais dans des endroits et j'ai compris qu'il fallait très très vite pour avoir ce que je voulais, qu'il faut que je connaisse chaque micro, chaque préampli, chaque compresseur, et donc je suis allée par là pour pouvoir justement mieux travailler avec des ingénieurs du son. Et j'ai appris énormément par des grands ingénieurs du son, et c'est pareil avec des grands musiciens avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer. Je pense que très tôt je voulais laisser de la place. C'est pas que je laissais pas de place, c'est juste qu'aujourd'hui je me dis que ce qui m'intéresse, puisque forcément à un certain moment de notre vie, enfin dans mon cas, j'ai un répertoire, il existe, j'ai déjà eu l'occasion de l'essayer dans plusieurs formes. J'ai envie aussi que les gens me proposent d'autres formes et de voir aussi comment peut-être comment d'autres créateurs porteront la matière. Et aussi, pour revenir à cette idée de muse, c'est marrant parce que autant je travaille avec l'intuition et la sensation, mais je suis quelqu'un de très pragmatique. La technique, elle est essentielle pour moi. C'est-à-dire que tout ce qui est technique en studio et tout ce qui est technique dans l'enregistrement, et même tout ce qui est technique sur scène, et tout ce qui est technique dans le rapport à l'instrument, il est essentiel pour moi, parce que je trouve que plus j'ai des outils techniques, plus je suis libre. Mais cette histoire de muse, qu'on n'arrive pas à nommer, j'ai toujours essayé de la nommer. Parce que, par exemple, le matin, les périodes d'écriture, pour moi, j'ai besoin de me réveiller avant tout le monde, avant tout. Je peux me réveiller à 4h30 ou à 5h, et c'est ces 2 heures-là où tout dort autour de moi, que j'ai découvert d'ailleurs beaucoup en faisant des allers-retours entre Paris et New York, parce qu'avec le jet lag, je me réveillais tellement tôt à New York, et c'était tellement des moments où je sentais que personne n'était en train de prendre la matière, donc elle était toute à moi. D'un coup, c'est comme s'il pleuvait des idées, des mots, des notes et tout. Et donc, oui, à des moments comme ça où tout est calme, où tout dort, et d'être parmi les seuls à être réveillés,
il y a cette chance d'attraper comme ça, d'un coup, voilà, peut-être qu'il serait, mineur, majeur, ok, d'accord. Ah oui, donc c'est pas cette rime-là, c'est pas en R, il faut que j'aille vers IR. Enfin, c'est presque comme ça, mais je pense que c'est aussi un rapport avec soi qui est dans cette espèce d'un côté un peu cet éveil du matin, mais avec les bribes du sommeil et de la nuit qu'on a passé. Ça n'était très très agréable pour écrire, au café. Et voilà, donc certains appelleraient ça des muses, mais voilà, on touche tout le temps des choses, des matières, des notes, des progressions, mais ça ne nous empêche pas parfois de se dire « Ah non, ce couplet il ne va pas du tout, il y a combien de pieds là ?» C'est-à-dire que le côté pragmatique et technique, c'est un très très bon complément pour justement ce côté intuitif et spirituel qu'on peut ressentir comme ça quand on écrit. Je pense qu'on a besoin, moi en tout cas, j'ai besoin des outils techniques souvent. Même si ce n'est pas les outils dans les règles académiques ou quoi. Ceci dit, les outils des règles académiques sont essentiels. Mais je suis toujours prenante quand j'ai l'occasion de travailler avec un ingénieur de son et le voir travailler. Et ça a toujours été un grand cadeau pour moi. Alors justement, je me permets de rebondir là-dessus. Apprendre la musique. Donc évidemment, pour jouer de la musique, il faut d'une manière ou d'une autre avoir appris, que ce soit de manière autodidacte ou par une formation. Donc j'aurais deux questions par rapport à ça. D'abord la première, quel est ton parcours, toi, par rapport à l'apprentissage de la musique? Alors, j'avais aucun parcours académique au départ. J'étais amoureuse de la guitare et amoureuse du son. C'est-à-dire que pour moi, écouter un vinyle, le vrai déclic, je l'ai eu avec Tapestry de Carole King. Où vraiment, en fait, chez moi, on écoutait des vinyles et c'était un peu comme regarder un film. Il y avait une chaise et les enceintes et on mettait un vinyle et on s'asseyait et on l'écoutait. Et puis, la face A s'arrêtait, j'allais chercher un verre d'eau, je revenais, je tournais à face B et j'écoutais. Et avec Tapestry, je ne sais pas si c'était le moment où je l'ai rencontré, cet album, ou si c'était cet album, mais d'un coup, l'écoute, elle était plus du tout que stéréo. Elle était, d'un coup, j'entendais chaque élément, j'entendais le piano, j'entendais la basse, j'entendais la guitare, j'entendais la batterie, j'entendais la pièce, j'entendais l'espace entre les instruments, j'entendais presque les musiciens se regarder. Et je me suis dit, ça, pouvoir prendre une pièce et le traduire à un objet pour qu'ensuite, à des kilomètres, moi, je puisse ressentir ça, je veux ça. Sauf qu'à l'époque, j'étais très très jeune et je ne comprenais pas qu'il s'agissait de son, de production, d'une pièce et tout. Et pour moi, c'était dans l'écriture. Et donc, le rapport à la guitare, pour moi, c'était, voilà, je voulais écrire des chansons. Et je suis allée, j'écoutais énormément de musique. Énormément de songwriters, j'écoutais Talking Heads, j'écoutais Springsteen, j'écoutais The Beatles, Carole King beaucoup, et j'écoutais beaucoup de crooners parce que mon père écoutait Sinatra et beaucoup. J'ai été bercée par des crooners français, Henri Salvador, Bourvil, tous ces professeurs de musique. C'était pour moi, je voulais écrire des chansons. Je ne savais pas que j'allais devenir chanteuse, mais je savais que je voulais écrire des chansons. C'est beaucoup plus tard que je me suis rendu compte que j'avais plus de chansons que d'interprètes et que des chansons qui étaient de plus en plus personnelles, que je me suis dit, ok, il y a des chansons qui nécessitent ma voix, même si elle n'est pas sportive, même si elle n'est pas la voix d'une chanteuse. Elle le deviendra peut-être ou pas, mais elle va raconter. Et donc, j'ai commencé, et puis c'est vers 25 ans que je me suis sentie très très handicapée de ne pas avoir un parcours académique, parce que
c'était déjà mon métier, j'écrivais des chansons, je me retrouvais avec des musiciens, je travaillais à l'oreille, j'étais nulle, j'étais à la guitare ou au piano, j'étais pas une bonne instrumentiste. Oui, j'avais compris comment ça marchait d'écrire une chanson, de composer une chanson, mais je me sentais un peu congelée par l'envie. Parce que je voulais écrire pour des violons, je voulais écrire pour des altos, je voulais écrire pour des cellos, je voulais écrire pour la trompette, pour le cor, pour le hautbois, pour les flûtes. Je voulais écrire le moment où on fait où dans l'orchestre on entend ce tambour et je ne savais pas le faire. Donc, j'avais pas le choix, il fallait que j'apprenne. Parce que je voulais connaître les tessitures de chaque instrument. Je voulais en tout cas au moins savoir jusqu'où il peut aller. Je voulais connaître le langage de chaque instrument et donc j'avais pas le choix, et heureusement. Parce que ça m'a ouvert sur toute une nouvelle palette, sur tout un nouveau terrain qui m'a permis ensuite de travailler avec des instruments classiques. En tout cas à d'écrire pour des choses que je ne savais absolument pas jouer, mais ça m'a permis d'imaginer, j'aimerais tellement pouvoir écouter, jouer cette musique, mais je ne peux pas, donc peut-être que je peux l'écrire, l'imaginer, la penser, et que quelqu'un puisse venir et l'écrire, et ça m'a permis justement de commencer à travailler avec des orchestres et écrire pour des cordes, et ça m'a changé la vie. C'est vrai qu'au départ, pour écrire des chansons, je ne sentais pas que c'était un handicap. C'était un handicap quand je voulais écrire des chansons d'autres manières, et j'avais envie de collaborer avec des orchestres et écrire pour d'autres instruments. Après, souvent, ça m'arrive de travailler avec des artistes qui ont fait le conservatoire et qui me disent « Ah, tu as de la chance de pas avoir été cadré et pour justement avoir cette liberté d'écrire des chansons. » Et je prends tout le temps qu'il faut pour de dire le contraire. Parce que c'est pas en ayant un cadre ou en n'ayant pas un cadre qu'on doit se permettre de se sentir libre ou pas. C'est nous qui le décidons. Je me dis, voilà, c'est comme un travail avec avec un psy. En fait, c'est le moment où on arrive à pardonner nos parents sur toutes les choses qu'ils ont fait ou pas fait, ou le moment où on arrive, c'est là-dedans cette liberté-là d'écriture. Elle n'est pas dans le côté académique ou pas. Donc si vous avez l'occasion, ce que je dis à ma fille, l'occasion d'avoir un cadre, d'avoir un parcours académique, profitez-en, parce que plus tard dans la vie, si on l'a pas, on sent qu'il manque un membre. Et justement, alors, parcours académique, en tout cas, sur le tard un peu, mais du coup, où est-ce que tu en es, toi, par rapport à la transmission de ce que tu sais? Parce qu'évidemment que tout ce que tu as acquis, tout ton savoir, ton expérience musicale, toute cette richesse, qui est en fait un parcours vraiment super riche, super varié, est-ce que tu as envie de le transmettre? Est-ce que tu le transmets déjà? Alors déjà, pour tout vous dire, même si je sais bien en parler, je ne suis pas du tout une grande instrumentiste, toujours pas, hein, même avec toute l'expérience et tout. Parfois, il y a un guitariste qui arrive comme ça, je dis « Ok, donc toi, tu feras cette partie-là. » Parce que mais par contre, pour m'accompagner, oui, je sais m'accompagner au piano et à la guitare et tout, mais j'aurais jamais le savoir de quelqu'un qui a passé des heures à faire des gammes quand il était jeune, et puis après à développer son savoir. Et j'ai développé autre chose, mais pas ça. Donc je suis toujours aussi fascinée, impressionnée devant des musiciens qui ont justement ce côté académique ou ce côté instinctif ou ce côté... Donc je pense qu'ils ont plus, eux, à me transmettre que moi. Mais par contre, aujourd'hui, je me dis que si raconter des choses peut décomplexer, j'ai très envie de le faire. Parce que parfois, donner des outils, c'est pas donner un raccourci, mais c'est décomplexer des artistes en devenir. Et si on met quelqu'un... Avant, je n'osais pas, je me disais « Ah non, mais développez votre son et tout. » Mais aujourd'hui, ne serait-ce que dire à quelqu'un « N'écoutez personne, faites-vous votre son. Si vous avez une architecture qui vous plaît,
aller vers cette architecture-là. Si vous êtes coincé, travaillez avec un ingénieur du son ou avec un amoureux du son qui va vous aider à trouver votre son, ne serait-ce que donner une direction qui va pouvoir faire que le chemin pour cette trouvaille de son soit plus courte. Je suis toujours très heureuse à la transmettre. Parce que je pense que c'est ça les outils. Je n'oserais jamais essayer de dénaturer le son de quelqu'un. Mais par contre, essayer de peut-être dans le virage, dire si c'est à droite ou à gauche et tout, si ça peut juste... si je sens que c'est ma place, je le ferai, oui. Moi, je pense que c'est, en tout cas moi, alors si je parle en tant que directeur de cette école, j'adorerais avoir quelqu'un comme toi venir donner des conseils parce que ces outils-là, ils sont essentiels. Et puis, on ne les apprend pas forcément dans un parcours académique, théorique, tel qu'il est enseigné aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'enseignement de la musique. Il évolue parce que c'est vrai que il y a un certain... Enfin, il doit aller ailleurs. Puis, c'est pas facile d'être musicien professionnel, c'est pas facile d'être chanteur ou chanteuse professionnelle, d'en vivre. Donc, je pense que ces parcours comme le tien, le fait de pouvoir transmettre ces choses-là, c'est essentiel. Alors, ce que je sais, c'est que si j'en ai l'occasion, et si on a l'occasion, ce que j'adorerais en tout cas partager, je ne sais pas s'ils se transmettent, c'est tout simplement comment écouter. Parce que les chansons qui m'ont construite, en tout cas les artistes qui ont été mes professeurs, quand je les écoutais, enfin mes professeurs sans le savoir, puisque la manière dont on écoute quelque chose, déjà c'est c'est un apprentissage énorme, parce qu'on peut écouter et on se dit « oh, c'est une mélodie et tout ». Mais après, si on se met à écouter les mots, le rythme, la progression harmonique qui accompagne ces mots, la rime que l'auteur a choisie, si on décortique, mais sans essayer de dire « ok, que a dit le poète, que a dit le... Juste on écoute, même d'un point de vue très technique. On comprend à quel point parfois notre intuition première peut faire qu'en la décortiquant, il y a un sens. Et ça va nous permettre parfois d'aller directement à l'essentiel. Et ça, j'adorerais parfois partager des écoutes comme ça de musique. Et bizarrement, dans mon parcours, le fait d'avoir écouté comme ça a fait que, pour parler de métaphysique ou des choses dont a parlé Irène l'autre jour, a fait que les voix qui m'ont bercée ou construite se sont toujours retrouvées dans ma vie et de mon répertoire, puisque j'ai été bercée par la voix d'Henri Salvador sans savoir que plus de 20 ans plus tard, j'allais écrire pour cet instrument-là. J'allais écouter cette voix chanter quelque chose que j'allais écrire. J'ai été construite, en tout cas une partie de la dégaine que je voulais, était construite par Talking Heads sans savoir que David Byrne allait reprendre Strange Weather et plus tard venir chanter avec moi sur mon album. J'ai été bouleversée par The Passenger sans savoir que j'allais avoir l'occasion d'écrire pour Iggy Pop. J'ai été très construite par comment dire, le témoignage dans la manière de raconter de Françoise Hardy sans savoir qu'un jour elle allait chanter aussi des choses que j'ai fait. Donc quelque part j'ai invité dans ma vie en écoutant, en laissant ces voix et ces auteurs, ces compositeurs, en laissant presque m'apprendre à vivre, j'ai fait, bizarrement, ça a fait que ma route les croise et que j'ai eu l'occasion de les toucher physiquement. Donc c'est quelque part le son, c'est pas que du son. Ouais. Ouais, mais c'est fascinant cette approche du son. C'est vrai que j'avais jamais vu ou entendu parler comme tu le fais de cette approche organique du son et pas de la musique vraiment, mais le son, l'importance du son, et c'est vraiment super intéressant. Tu l'as cité avant, Henri Salvador. Ça a été vraiment, je pense, un passage un peu important dans ta vie de musicienne. La collaboration avec Benjamin Biolay, en tout cas, enfin, si tu peux juste nous dire quelques mots sur cet album. Alors, c'est deux choses différentes, puisque la collaboration avec Benjamin Biolay, c'était quelque chose de très beau. On a écrit
énormément de chansons en très très peu de temps. C'était une espèce de rencontre comme ça, sonore, où on s'est mis chacun son instrument, où on jetait des mots, où on écrivait pour lui, pour moi, pour des gens. Ça nous est arrivé encore des années après que quelqu'un nous a appelé. Ah, il y a cette chanson chez tel éditeur, est-ce que je peux la chanter? Ah bon, on a écrit ça, quand est-ce qu'on a fait ça? On a rempli des bandes, des cassettes de 4 pistes, de 8 pistes de chansons. C'était une espèce de rencontre comme ça où il fallait que pendant 4-5 ans de notre vie, on fasse plein de chansons. Henri Salvador, c'était quelqu'un qui m'a appelé, Corinne Joubard, qui m'a appelé et qui m'a dit « Ah voilà, Henri, ça fait très longtemps qu'il essayait de refaire un album, mais à chaque fois, il n'aime pas, il n'est pas content, tu veux lui écrire une chanson ?» Et en fait, je me suis dit « Waouh, cette voix, j'ai été bercée par cette voix, c'est quand même fou. » Et on travaillait ensemble à cette période avec Benjamin et on a fait Jardin d'hiver et c'était très naturel. Je pense qu'on écoutait beaucoup cet album Caramel de Suzanne Vega, enfin cette chanson Caramel de Suzanne Vega qui est un peu une bossa moderne. On s'est dit ah mais si on faisait une chanson un peu comme ça, on a un peu bossa mais moderne et d'ailleurs ça se ressemble, ça se ressent dans la chanson parce que c'est vrai qu'au début on se dit ah on aime bien ça et si on essayait de faire ça. Et on a fait Jardin d'hiver. Quand on a envoyé la chanson, je ne savais même pas s'il allait l'enregistrer. Donc je me suis dit, oh, je vais l'enregistrer quand même. Parce que moi, je l'aime bien, elle me va bien. Et puis, tellement peu probable qu'Henri la fasse. Et en fait, pas seulement il l'a fait, il est venu au studio, il a enregistré avec nous, chez Lionel Gaillardin, à Courbevoie, dans ce petit studio en sous-sol. Et puis... oui, c'était une vraie rencontre parce qu'il y avait 2 chansons qu'on a fait avec Benjamin et puis il y avait 2 chansons que j'ai fait moi avec Henri parce qu'Henri, il est venu me voir à New York. En fait, on s'est presque rencontré un grand-père au milieu d'une vie comme ça et c'était une belle collaboration. C'était voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un instrument que je connaissais depuis que j'étais née. Parce que ma mère, elle écoutait, j'étais bercée par cette voix, et d'un coup, cette voix, cette trompette unique, où on peut mettre des mots, on a réussi à se toucher comme ça, pour qu'elle... voilà, et c'était génial. Et donc oui, c'est un moment fort. Génial. Et puis après ça est-ce que ça a été vraiment un espèce de tournant dans ta vie, parce que c'est un peu ce qui se dit, ou pas du tout? Comment toi tu l'as ressenti? Tu as juste continué? J'ai jamais eu des tournants, j'ai jamais senti de tournants. Si, avec les hommes, dans les histoires d'amour, oui, j'ai eu des tournants, parce qu'à chaque fois, j'ai rencontré une autre partie de ce qui allait être sur mon chemin. Pas partie éphémère, parce que c'est pareil, c'est comme le son. Ça revient, ça repart. Mais dans la musique, j'ai jamais senti des tournants, j'ai senti un cheminement qui continue dans ce vaisseau un peu, et qui reste, et qui c'est comme voilà, parfois ça touche, ça part, et parfois ça touche, ça reste, et ça devient, ça reste dans la matière comme ça, et on le porte avec nous un peu partout. Parfois c'est la voix de son père, parfois c'est un instrument, parfois c'est la voix d'une chanteuse et qui en travaille, parfois c'est la voix d'une actrice qui est aussi musicienne, avec qui on fait un chemin sur scène, et voilà, et ça reste en nous, et ça fait écho, et ça fait partie des matières qui laissent une empreinte et qui continuent à exister dans ce vaisseau qu'on porte comme ça, d'un endroit à l'autre, d'un pays à l'autre, et voilà, c'est encore un membre qui se rajoute, mais il est invisible. Excellent. Puis, alors justement, tu as parlé avant des diverses expériences que tu as eues avec les différents projets, quatuor à cordes, rock, duo, orchestre symphonique. Qu'est-ce qui te reste à faire là? C'est quoi? Tu as des projets, tu as des rêves, des désirs musicaux, enfin des choses que tu as matérialisées dans les prochaines années? En fait, je suis très mauvaise pour me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, parce qu'en fait, c'est les choses qui viennent à moi. Vraiment. Et je pense que inconsciemment, j'en ai envie, et j'en parle un peu, et ils viennent comme ça. C'est comme
cet opéra Red Waters que j'avais écrit avec Bardi Johansson en 2010 et que Arthur Nosiciel a mis en scène à l'opéra de Rouen. Et là, on le refait, on fait l'édition 2022 et c'est marrant parce que je me suis dit, c'est dommage quand même qu'il n'y ait pas une deuxième édition, mais qu'on soit la même équipe, mais que... Et voilà. La matière entendue. Donc, voilà, j'aime bien ces choses-là où on se dit que parfois, si on dit les choses, c'est parce qu'on a entendu qu'ils allaient se faire. Ou on les dit et c'est l'environnement qui entend qu'on va le faire et puis ils se font comme ça. Et j'aime bien cette sensation que j'ai envie de quelque chose, je ne sais pas encore ce qu'il est parce que je n'ai pas encore réussi à traduire en forme physique ce que ça va être, mais peut-être que cette chose, je le sais, donc elle va venir à ma rencontre et elle va exister. J'aime bien le garder comme ça. C'est fascinant. Justement, cet opéra rock. C'est pas un opéra rock. C'est pas un opéra rock. Non, c'est un opéra. Non, c'est un opéra classique. D'accord, un opéra classique. Oui. Lyrique donc. Avec des chanteurs lyriques. D'accord, d'accord. Oui, non, j'en suis pas là, mais voilà, peut-être que. Voilà, peut-être qu'en sortant d'ici, ça va devenir un opéra rock. Donc, orchestre symphonique. Non, 13 musiques, 13 orchestres. Enfin, c'est écrit pour un orchestre de 13 instruments. D'accord. Voilà. Ouais. Avec une chorale en 5 actes. Génial. Et ça sera quand alors? 6 actes maintenant. Janvier 2022, au départ à l'Opéra de Rouen et après en espérant que ça tournera un peu. J'espère venir à Lausanne avec. Ça serait génial. On a des belles salles pour accueillir ce genre de projet, avec plaisir. Bon, eh bien, Kerenan, on arrive, je crois, gentiment au bout de cette rencontre. En tout cas, merci beaucoup de cet échange passionnant. Et c'est vraiment fascinant d'avoir pu rentrer dans ton univers. Ouais, vraiment. Merci de m'avoir invité parce que c'est agréable d'en parler dans une école de musique. Mmh. Je trouve que je sens qu'on est dans un lieu où voilà, où on a envie de la musique, de musique. C'est génial. C'est vrai qu'avant cet échange, je ne savais pas vraiment de quoi on va parler. C'est toujours génial de voir qu'est-ce qui se passe quand on parle de musique entre musiciens, où ça nous amène. On parle de choses étranges, de choses tout à fait factuelles. Et puis en tout cas, merci mille fois de ce partage. Et puis je rappelle que ce soir, à 20h, le concert avec Irène Jacob à la Fondation Michalski, dans le cadre des rencontres 7e art Lausanne, que je remercie du fond du cœur. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette rencontre et à très vite.